Saint-Quentin en Yvelines par un mercredi de printemps orageux. Quelques journalistes de Voiles et Voiliers nous invitent à assister à un comparatif hors norme. Pour nous, une occasion unique de comprendre forme et évolution des voiles. Quand on parle de la forme en plan, en fait, c'est le pourtour de la voile. C'est la projection en fait, de la voile. Et cette projection vient le plus souvent de l'usage qu'on a voulu faire de la voile. Alors, parfois, il y a eu des découvertes dans des régions qui étaient très performantes, qui n'ont pas forcément été, qui sont pas passées ailleurs, qui sont restées isolées. Les voiles polynésiennes sont restées dans leur coin très longtemps avant que Cook ou les grands explorateurs du 18e descendent. On s'occupait pas de ces voiles-là. Il a fallu qu'on aille les voir pour dire tiens, finalement, ils ont peut-être trouvé quelque chose qui est bien. Par contre, quand on voit ici une voile latine, par rapport au gréement des canaux bretons, on voit bien que cette voile qui était en Méditerranée et celle-ci qui était sur l'Atlantique et la Manche n'avait pas la même fonction. La voile latine, par sa souplesse, lâchait le vent quelque part. Alors que donc elle s'est naturellement développée dans tous les endroits où le vent peut rentrer par à coup. Alors que ici, vraiment, notre voile bretonne, j'allais dire, elle doit tirer une charge. C'est presque le phare carré. On voit bien d'ailleurs les bateaux les clippers qui devaient aller vite, passaient plus volontaires des voiles auriques que des choses comme ça, avec des focs. Mais si on voulait, les galions, eux, ils avaient à tirer une grosse masse, donc ils avaient plus proches du phare carré. On voit bien que la fonction, toujours, était dominante dans la conception des voiles. Et puis aussi l'évolution quand même des matériaux. Les matériaux primitifs ne permettaient pas forcément de faire des grandes surfaces, étaient fragiles. On n'imagine pas le gréement du Naclas America sans le carbone. Dans les paramètres qui donnent la force, la surface, on comprend bien, on va avoir la courbure, on expliquera pourquoi. On va avoir l'allure, parce que suivant l'allure, il y a des voiles plus performantes que d'autres. Et puis, on va avoir ce facteur de tolérance qui font que dans certaines conditions de qualité de vent, plus ou moins stables, certaines voiles seront plus performantes que d'autres. Il faut considérer deux allures bien marquées. On va dire il y a le près et le plein vent-arrière, plus des allures intermédiaires qu'on va appeler largues ou des choses comme ça. Pour un néophyte, il est très très difficile de comprendre qu'une voile qui est attaquée comme au près développe plus de force qu'une voile qui est en plein travers. Et ça, c'est dû au fait que sur le dos de la voile, lorsqu'elle est au près, l'écoulement circule très vite, sans remous. Et au vent arrière, on comprend bien ce qui se passe. Si on met un obstacle, on va avoir d'un côté des surpressions, ça donne un gros ça, puis on va avoir derrière des remous. Tout ça, c'est des remous derrière. Alors, des deux côtés, il y a des pressions. Simplement, celles-ci sont plus fortes que celles-ci. Pourquoi la voile de près, justement, développe plus de force? C'est que là, on va prendre, au lieu d'avoir un profil qui comme ici, est chassé comme ceci, le vent va attaquer le profil suivant un angle, comme ceci. Ici, on va avoir un étranglement par rapport à l'espace qu'il y avait avant. Dans cet étranglement, on a accélération. Donc, ici, on a une chute de pression relative par rapport à ce qu'on avait en amont. Et ici, au contraire, dans le creux de la voile, on va avoir une surpression relative par rapport à ce qu'on avait dans l'amont. L'écart ici, entre les deux côtés, est beaucoup plus important qu'il n'est là. Donc, une voile au près, qui est bien réglée, à 15 degrés d'incidence, ou une chose comme ça, va avoir beaucoup plus de force qu'une voile qui est à 90 degrés d'incidence. D'ailleurs, on le repère sur une polaire classique. Ici, on est à 0 degré d'angle, pratiquement, puis ici, on va être à 90 degrés. Plus on va aller, plus notre voile qu'on va incliner
Au début, ça augmente en force puisqu'on la met en travers. Puis à un moment donné, on dépasse un seuil où ça peut plus suivre la surface. Donc on va chuter et puis on va arriver à des allures de vent arrière. Mais si on considère ici la force au vent arrière par rapport à la force au près, on voit que la force au près, le vecteur qui le représente, est plus important qu'ici. Chaque voile a cette faculté, mais suivant sa morphologie, sa forme en plan, on va avoir des possibilités de tourbillon ou pas. Si je prends la voile Marconi, une étroite et une large de même surface, l'écoulement qui passe ici, passe sur l'estrado, est étranglé derrière la voile, mais en haut, comme ça fait une aspiration qui est importante, ça passe au-dessus. L'air qui, au lieu de passer à l'intérieur de la voile, va basculer de l'autre côté, et résultat, ça contamine l'eau de la voile. Ce sont les tourbillons marginaux. Ici, la voile étant étroite, ça contamine une petite surface, d'autant que le centre d'activité est assez loin. Ici, on se rapproche du centre d'activité, et on a une surface plus large. Donc c'est normal qu'ici, on ait une surface contaminée plus importante, et que ça marche moins bien au près. Si on a une voile maintenant qui est rectangulaire comme ça, on comprend bien que toute la partie haute est pénalisante. Et la voile large, par contre, elle va être plus performante aux allures larges, aux choses comme ça. Alors là, par exemple, ça c'est tiré d'un ouvrage de marchage, mais c'est tout à fait les travaux d'Eiffel qui a démontré ça parfaitement, et alors là il a mis des petites silhouettes de voiles, mais on voit ici que ça peut être la voile égyptienne, là ça peut être notre voile d'Optimis par exemple, et on voit qu'une voile d'Optimis par exemple ça marche très fort à 38 degrés d'incidence, mais que c'est très mauvais si on considère du pré-serré vers 10-15 degrés, alors que la voile ici étroite et haute va être performante. Si le bateau est lent, plus le bateau sera lent, en fait, finalement, on va avoir besoin de voiles qui sont plutôt ramassées, trapues, costauds, pour avancer. Il va falloir passer le stade où les bateaux peuvent passer en survitesse pour qu'on ne réfléchisse plus comme au vent arrière. Si on prend un melge ou des bateaux qui sont susceptibles de planer, il est bien certain que même au vent arrière, il va fonctionner en finesse, c'est-à-dire qu'il va fonctionner avec une voile qui travaille comme au près grâce à sa vitesse. Bon, la forme en plan, je pense, n'était pas dans l'idée initiale. Ils n'avaient pas réfléchi à ça. Ce qu'ils ont constaté, c'est que la vergue ici, s'il est assez souple, va cintrer avec le vent comme un mât qui cintre et qui lâche la force. Donc là où le vent arrive avec des coups de butoir très violents comme ça, il faut quelque chose qui s'auto-adapte et qui permet de continuer. Alors ils avaient parfois des bandes de riz d'ailleurs, mais l'essentiel c'est quand même que ça puisse lâcher. C'est vraiment souple en fait, qu'on retrouve sur les catboats comme le film ou des choses comme ça. On imagine que c'est le mât qui va faire le travail de compensation. Cette voile de jongle moderne, là, elle se rapproche finalement d'une voile à grand rond-chute dans ses réactions. Mais ce n'était pas le cas des vraies voiles de jonque. Quand les gens font référence à des voiles de jonque, c'était des voiles très équilibrées qui se rapprochent plus du par carré. Si on considère que c'est la courbure, la cambrure de la voile qui donne de la force parce qu'elle étrangle l'extrado, là, on va être pénalisé. Ou alors, il faut mettre des lattes très souples. Alors ça, c'est les voiles polynésiennes. Il faut reconnaître que ces Polynésiens étaient des artistes, puisqu'ils ont découvert le multicoque. C'est-à-dire que là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est, comme là, il est plutôt aux allures portantes, il peut équilibrer mieux son bateau s'il la redresse surtout. Donc il n'a pas de correction à faire à la barre. Sinon, s'il est plein vent arrière, la dresser comme ça, c'est plutôt bien. Là, par exemple, il l'a basculé. Ça va être très efficace s'il fait du vent de travers, par exemple. Ça sera moins efficace s'il repasse au vent arrière. Et au près, c'est moins efficace que dans la position précédente. Voilà. Là elle est bien, effectivement, pour le près. On voit bien que là,
il a une grande vitesse par rapport à la voile latine même. Hein. Donc on voit bien que leur registre n'est pas du tout dans la même... et encore que ça se balade, qu'il perd de la puissance et qu'il a des... Là par contre, là il va avoir des... ça va avoir des soucis. D'abord, là, elle n'a pas la cambrure qu'il faudrait, hein, c'est le premier problème. Il peut la cambrer en bas, mais la vergue l'empêche en haut. Et puis l'autre souci qu'il a, en fait, hein, c'est que le vent circulant là sur ce dos de voile hein, aspire au-dessus de la voile le vent qui circule de l'autre côté. Donc on a ici, qu'on ne voit pas, mais qu'on verra avec des fumigènes, toute une partie de tourbillon qui est sur le haut de la voile, et qui lui fait perdre son efficacité de voile de près. Par contre, si on passe au portant, c'est plus un souci, puisque là, l'essentiel, tout le dos de la voile est perturbé. On voit bien le bord d'attaque est peut-être tendu déjà, hein, donc c'est important, hein, et un bon bord d'attaque. La bordure est assez cambrée, et le haut lâche. Donc, ça fonctionnait encore, ça. Hein, ça fonctionnait encore. Même une voile de tonnier, ça pesait 500 kg. Hein. On oublie ça. Donc, à manipuler ça, il fallait mieux que ça soit tolérant. Hein. Ceci dit, si on applique, hein, si on monte la vergue un peu plus verticalement, on va se rapprocher petit à petit du Marconi. Et il y a un bateau qui a été conçu et qui est formidable, c'est le Beluga, qui a été conçu par Cornu pendant la guerre, qui avait un agrément Wary pour passer sous les ponts. Mais pendant très longtemps, on s'est posé la question de savoir si le Wary ou le Marconi des deux était supérieur à l'autre. Alors finalement, on est passé de partout au Marconi, mais pendant très très longtemps, il y avait encore des Wary avec des pics presque verticaux qui marchaient encore très bien. C'est clair que si on fait un parcours de type olympique, quoi, avec un aller-retour, le Marconi va s'avérer la voile la plus complète, parce qu'elle gagne tellement au près que ce qu'elle peut perdre par rapport à d'autres voiles au large ou des trucs comme ça, ne va pas la pénaliser de trop. La volonté de remonter au près, c'est vraiment la course moderne qui le fait. Avant, quand ça ne remontait pas au près, on ne remontait pas au près. Hein. Donc là, c'est quand même la régate sur un circuit fermé, c'est quand même récent. Si on fait une traversée de l'Atlantique, on va choisir une route qui dépend à la fois de sa carène et de son gréement. Hein. Et le Bermudien qui est né aux États-Unis, faut bien dire qu'ils avaient dans les Rocheuses, même si c'était de l'autre côté, des possibilités de faire des mâts très hauts d'un seul tenant avec des pins bien rectilignes. Les spruces, les raies de cédar étaient des arbres qui poussaient bien droit dans des vallées assez encaissées à l'abri du vent. L'intérêt de ces voiles à grand rond est double. On cherche à se rapprocher de l'ellipse. On sait que l'ellipse est la voile qui est au près, enfin la forme qui est au près donne le moins de traînée. C'est pour ça qu'on cherche à avoir des safrans elliptiques, pour ça quand on a sur des dériveurs, quand c'est libre, on a des dérives elliptiques. Les voiles de catamaran de multicoque souvent, ou quand toutes jauges sont libres. L'autre intérêt, c'est celui qu'on voit là, c'est que sur une risée, le haut de la voile s'en va. Donc, s'en allant, il décharge automatiquement. L'inconvénient, c'est que si on veut le retenir ici, s'il veut tenir le haut de la voile, il va être obligé de créer une très forte tension sur sa chute. Sur les grands multicoques, la force qu'il faut, il faut d'abord des grands rails qui débordent. Hein. Là encore, il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est l'accastillage, les possibilités qu'on a de maîtriser tel ou tel plan. Pour moi, tous ces jeux qu'on fait comme ça, que les enfants font, c'est beaucoup plus éducatif que ce qu'on leur demande souvent dans les écoles. Ils jouent, donc leur sensibilité réagit. Et quand on est jeune, la sensibilité, c'est le premier gain. En faisant des choses comme ça,
ils vont maîtriser les équilibres, ils vont sentir le vent, et le changement de gréement les oblige à réfléchir. Ça, c'est un exercice qui peut être amusant, puisque pourquoi celui-là à un moment va plus vite, pourquoi celui-là va moins vite, et là ça se fait évoluer. Sound that the Queen Pounds ever buy.